Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 divinités du bonheur de Higashino Kaigo, publié aux éditions Actes Sud, collection Babel Noir. Dans ce roman policier, nous allons partir pour le Japon, à Tokyo, dans l'arrondissement de Chuo. Un soir, alors que l'agent Yasuda sortait de son commissariat de Nihonbachi, il voit un homme de dos se diriger vers le pont Nihonbachi. Ce pont construit en Meijin 44, soit 1911, est un bel édifice en pierre avec des statues de Kilin. Il est considéré comme le point zéro, celui d'où partent toutes les routes du Japon. Cet homme semble bien habillé et légèrement ivre au vu de sa démarche. Quand l'agent Yasuda le voit s'écrouler contre les statues, il décide d'aller le voir. À son arrivée, l'homme est inconscient et à sa grande surprise, il ne sent pas l'alcool, comme sa démarche le lui avait laissé supposer. Il le retourne quand il constate que l'homme a un poignard fiché dans la poitrine et que sa chemise est tachée de sang. Il fait urgemment venir une ambulance, mais le pauvre homme ne survivra pas à sa blessure. Quand il reçoit l'appel en lien avec la victime du pont Nihonbachi, l'inspecteur Kaga Kiyoshiro est en plein milieu d'un rendez-vous avec Kanamori Tokiko, une infirmière qui a accompagné Takamasa, son père, dans ses derniers moments. Ils discutent, ou plutôt Tokiko parle, impose son point de vue, et Kaga écoute tout en acquiesçant docilement de l'organisation de la cérémonie pour le 2e anniversaire du décès de son père. Kaga, qui est très occupé au commissariat Nihonbachi et qui n'est pas très porté sur ses traditions qu'il juge inutiles, ne fait que peu d'efforts et laisse carte blanche à l'ancienne infirmière de son père. Il accepte la date proposée tout en ne garantissant pas sa présence, puis file à son commissariat où on l'attend. Sur le pont, c'est l'inspecteur de la première division de la police judiciaire de Tokyo, Matsumiya Suie, qui découvre les lieux. Kobayashi, son chef, l'y attend. Il apprend que le pont n'est pas la scène de crime originelle et que l'agresseur court toujours. Les chefs chargés de créer la cellule d'enquête sont déjà au poste en contrebas. Fujie, le responsable du service d'enquête du commissariat de Nihonbachi, vient apprendre à Ishikagi, le commandant du bureau de la police judiciaire, que le lieu du crime vient d'être découvert. À 1 rue du commissariat, dans un tunnel souterrain, avant l'entrée Edobachi de l'autoroute urbaine, près d'une société de courtage fermée. Les 4 hommes entrent dans l'étroit tunnel d'environ 3 mètres de large, de plus ou moins 2 mètres de haut et s'étirant sur 10 mètres de long, où les équipes techniques travaillent déjà. Pour pouvoir arrêter l'assassin, des barrages un peu partout ont été mis en place. Pendant ce temps-là, Aoyagi Fumiko, son fils Yuto et sa fille Haruka étaient dans un taxi en route pour l'hôpital. À leur arrivée, Takeaki, 55 ans, est mort et ce malgré tous les efforts des secouristes. Effondré, mère et fille sanglotent, là où Yuto reste digne et plein de sang-froid, impressionnant pour un lycéen en dernière année. L'agent de police resté sur place vient les trouver pour leur annoncer qu'ils avaient un suspect et que pour le confirmer, ils devaient se rendre au commissariat Nihonbachi pour identifier des effets personnels. Arrivée devant le poste de police qui est abrité dans un bâtiment moderne, la famille Aoyagi ne s'attendait pas à trouver cette ambiance à l'ancienne avec un grand escalier à la rampe sculptée, un comptoir d'accueil en marbre avec des luminaires anciens au plafond. Une fois le portefeuille et la sacoche reconnus comme étant celle de monsieur Aoyagi Takeaki, la famille a pu repartir. Parallèlement, Nakahara Kaori reçoit un premier appel de son compagnon Yashima Fuyuki. Il semble paniqué et lui avoue avoir fait une grosse bêtise avant de raccrocher. N'arrivant plus à le joindre, Kaori panique, seule chez elle, quand il finit par lui répondre. Sauf qu'à l'autre bout du fil, c'est un agent de police et non Fuyuki. 30 minutes après cet étrange appel, un policier lui communique le nom de l'hôpital dans lequel son ami a été admis suite à son accident. Fuyuki s'étant enfui en voyant la police, il s'est fait renverser par un camion, le laissant dans un état critique entre la vie et la mort, avec sur lui le portefeuille et la sacoche de monsieur Aoyagi. Dans la salle de réunion du commissariat Nihonbachi, Matsumiya, Kobayashi, Sakagami, Kaga et les autres sont tous là pour le briefing. Ils sont tous sûrs que l'enquête va vite se clôturer, car le suspect, en possession des papiers de la victime, simplifie tout. Ishigaki est en charge de l'allocution. Il commence dans un silence respectueux. La victime, Aoyagi Takeaki, 55 ans, était le chef de la division fabrication de Kaneseki, une société qui produit des poutrelles métalliques
Il s'est fait agresser dans le quartier de Dionbachi entre 20h45 et 21h15, alors qu'il travaillait à Shinjuku. Le suspect est Yashima Fuyuki, 26 ans. Il a été aperçu par un agent dans la promenade plantée d'Amacho. En tentant de s'enfuir, il a traversé l'avenue Shin-Onashidori où un camion l'a percuté. Ayant sur lui des effets personnels de la victime, il est le principal suspect. Voilà ce que le corps de police sait. Maintenant, des équipes vont être créées pour éclaircir toutes les zones d'ombre et transformer le suspect en coupable ou l'innocenté et trouver le véritable coupable. Kobayashi est en charge du groupe regroupant les deux cousins Kaga et Matsumiya. Ils vont devoir se rendre à l'hôpital pour parler à la compagne de Fuyuki, Kaori. Kaga, qui est l'un, si ce n'est le plus fin limier du commissariat Nihonbachi, va forcément trouver comment démêler cette histoire comme il l'a déjà fait à maintes reprises. Ses méthodes sont minutieuses et demandent abnégation, patience et persévérance. Mais ne dit-on pas que la patience et le travail sont toujours récompensés ? Et bien là encore, les cousins vont confirmer l'adage et nous faire tourner dans le quartier de Nihonbachi jusqu'à en avoir le tournis pour découvrir la vérité. Alors enfilez vos meilleures chaussures et suivez Kaga et Matsumiya dans leur pérégrination car la solution à cette enquête est loin d'être évidente. Encore une enquête qui tient en haleine et qui surprend par son dénouement. Des personnages bien travaillés, des seconds couteaux consistants et un rythme soutenu sans être fatigant. Le duo Kaga-Matsumiya fonctionne toujours bien, et en parallèle de l'enquête, on continue d'apprendre à les connaître, ce qui est un vrai plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 10 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.